Bonjour à tous, merci d'être là, d'avoir choisi cette conf après les 3 heures d'université. Je pense que c'était un peu long. Je vais essayer d'être un peu dynamique, de faire des trucs pour réussir à vous faire sortir un petit peu de la léthargie, je pense, des 3 heures, parce que ça devait être pas facile. C'est bien de voir plein de gens, de voir plein de têtes, de faire une vraie conf. Moi, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on adore tous, le chiffrement, le hachage, pour les devs, sans faire de maths, parce que les maths, c'est bien, mais je pense que vous n'avez peut-être pas envie d'en voir, surtout après 3 heures de conf juste avant. Je vais d'abord commencer quand même par un petit disclaimer. Je ne suis pas un crypto-magicien, je ne suis pas un matheux, je suis un développeur. Mon métier de tous les jours, c'est développeur. Et je ne vais pas vous parler de crypto-monnaie. Je vais juste vous parler de cryptologie, mais pas de crypto-monnaie. Ok. Il y a un autre petit disclaimer que je veux faire, c'est que je vais sûrement fourcher. Il y a un problème de vocabulaire. Maître Capello me surveille, mais on ne sait jamais. En français, on dit chiffrer, on ne dit pas crypter. Et on dit déchiffrer, pas décrypter. Chiffrer, c'est l'action de rendre un message inintelligible par le biais d'un algorithme et de le transformer en quelque chose d'inintelligible. Donc. Par contre, crypter, ça ne veut rien dire. Et décrypter, ça correspondrait à retrouver le message sans avoir une clé quelconque. En gros, c'est casser les choses. Donc, comme quand vous décryptez des puzzles, admettons. Vous êtes sûrement déjà tombé sur ce genre de page assez marrante où en fait on vous dit back to safety. Ok, pourquoi je dois faire back to safety? C'est quoi le problème? Je suis pas sûr de comprendre. Bon, en l'occurrence, celui-là, il n'est pas trop compliqué. Il y a des chances que vous sachiez un peu pourquoi. Mais on va essayer un peu de débunker ça et d'essayer de comprendre ce qui peut se passer derrière. Vous avez sûrement aussi vu ce genre de message. Alors, celui-là, il fait peur parce que le message, il est quand même gros. Il y a des grosses arrobas partout. Est-ce que vous comprenez tout? Parce que dedans, il y a de l'anglais, mais il n'y a pas que de l'anglais. Est-ce que c'est pas la partie qui n'est pas en anglais qui est intéressante de comprendre? Je ne sais pas en fait. Si c'est sur votre Raspberry, il y a des chances que vous sachiez pourquoi, mais si c'est sur un bastion quelque part, il faut peut-être se méfier. Bon, avant de ne pas entrer dans tous ces détails-là, je vais quand même me présenter avant. Je m'appelle Cédric Gatté. Mon métier tous les jours, c'est faire du dev iOS. Ouais, avant, je faisais du Java, il y a longtemps. Je suis un des cofondateurs de Code Troopers. Code Troopers, c'est une micro-agence de 11 devs basée à Tours. On fait des trucs cool, on fait du dev web, on fait du dev mobile, on s'amuse, il y a une bonne ambiance, il y a un baby-foot, c'est top. Je suis un des co-créateurs du GDG Tour, donc peut-être que vous connaissez les GDG, le Google Developer Group. Et je suis un des co-créateurs et co-organisateurs de Tour Tech, qui est, vous voyez Devox, vous voyez la salle où vous êtes, et ben, c'est à peu près l'audience totale de Tour Tech, 250 personnes, 300 personnes. Donc c'est une conférence qui a lieu à Tours, à Polytech Tours, donc l'école d'ingénieurs. Et la prochaine édition aura lieu en physique le 21 janvier 2022. Le CFP est ouvert, donc si vous avez des sujets à soumettre, il ne faut pas hésiter. Touraine.tech. Ça, c'est la pub conférencier. Après, il y a le shameless plug de on recrute, forcément. Donc, si vous avez envie de partir de Paris ou si vous êtes déjà tourangeau ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir après, qu'on puisse discuter. Il y a des postes ouverts, donc ça fera plaisir aux BizDev. Avant de vraiment parler crypto, on va essayer de faire un peu d'histoire, d'essayer de comprendre pourquoi ça existe, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va remonter un peu dans le temps. On va parler de César, du chiffrement de César. Donc en moins 100, ça fait un petit moment. En fait, dans la Rome antique, César, il avait besoin de faire passer des messages à ses généraux ou à ses correspondances privées. Et il n'avait pas envie que tout le monde puisse les lire. Et donc il avait un super algo, je pense que vous avez déjà déchiffré le truc pour le coup. En décalant les lettres, tout bêtement, en fait, il a créé le premier chiffrement, un des premiers chiffrements connus. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir juste un moyen de faire passer ces messages de façon complètement sûre et cachée des autres. Si vous avez des enfants, il y a des chances que dans les cahiers de vacances de vos enfants, vous ayez vu ce genre de truc. En général, vous lisez la phrase alors que les lettres ne sont pas les bonnes, mais en fait, vous avez compris la phrase « il va faire beau aujourd'hui », truc dans le genre. C'est hyper simple. On va faire un bond encore un peu plus gros, là, on va aller en 1600, enfin 1586, donc on va sauter pas mal dans le temps, et on tombe sur Wigner. J'ai mis un gros tableau à droite qui s'appelle la tabula recta. C'est une table de correspondance en fait.
En fait, cette table, elle sert tout simplement à faire les fameuses permutations. Ça ressemble beaucoup à César, mais avec on va dire des clés dynamiques. Donc, par exemple, si je veux chiffrer Retreat Now avec la clé pi, vous voyez qu'il y a une petite subtilité. Je reviendrai dessus un peu plus tard, mais pi est répété pour faire la même longueur que le mot à chiffrer. Ça simplifie beaucoup de choses et on s'est beaucoup utilisé. On fait du padding. Ça va donner un super mot chiffré que je ne vais pas lire, parce que j'ai un petit problème avec les consonnes qui suivent. Pour vous expliquer comment ça marche, j'ai quand même pris le parti d'essayer de faire une animation, parce que c'est cool les slides. Donc pour chiffrer la lettre R avec la lettre P, donc le R de retreat avec le P de ma clé, je vais tout simplement lire dans le tableau, aller chercher l'intersection et trouver la fameuse lettre G. Hyper simple. Dans l'autre sens, quand j'ai besoin de déchiffrer ce message, je vais vous effacer l'exemple, mais sur l'avant-dernière lettre, tout simplement pour éviter que les flèches se montent dessus, que ça soit un peu plus lisible. Donc si je veux déchiffrer ce qui est derrière le S, donc avec le E de la clé, en fait, je vais chercher dans la colonne E la lettre S, et je vais aller lire ce qu'il y a sur la ligne à gauche. Et voilà, j'ai trouvé mon fameux O. L'algo, expliqué oralement, il a l'air hyper pénible. Par contre, je pense que vous l'avez peut-être même codé en école d'informatique. C'est pas un truc hyper compliqué à coder, et pour le coup, ça marche plutôt bien. Donc là, en 1500, on se dit déjà qu'on avait quelque chose de pas trop mal. Et après, il y a quelques événements qui sont arrivés au début des années 1900, du genre la guerre, les guerres, et nos amis les Allemands avaient une super machine pour faire passer des messages. Alors, pour le coup, ils ont utilisé à peu près les mêmes techniques que le chiffrement de César ou de Wegener. Donc Enigma, cette belle machine avec des rotors. Donc les rotors en fait permettent de se décaler les uns les autres à chaque fois qu'on tapait une lettre, ça décalait les rotors vers la gauche. Donc ça a recréé des nouvelles permutations. Et devant, vous voyez les petits fils sur la photo. En fait, c'est la table de correspondance comme Wegener, mais sauf que celle-ci, elle est complètement dynamique. C'est pas juste une table un peu décalée. C'est je mets le F avec le G et je mets le G avec le H. Je fais quelque chose comme ça. L'idée de tout ça, c'est que, en fait, on arrive à un nombre de permutations qui est tout bonnement hallucinant. Donc, a priori, c'est plus de 10 puissance 114. J'avais dit qu'il n'y avait pas de maths, je suis désolé, il y a quand même des chiffres. Il y a le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 80. Donc, en fait, on est au-delà du nombre d'atomes dans l'univers. Donc, c'est pas mal en termes de complexité. Donc, vous connaissez l'histoire. A priori, les Allemands n'ont pas gagné. Du coup, ça n'a pas été chiffré par brute force, c'est plutôt du social engineering, mais ce n'est pas du tout l'objet de ce talk. Si je reprends un peu toute l'histoire, etc., tout ce que je vous ai raconté, je ne vais pas faire beaucoup plus d'histoire parce qu'en fait, moi je sais que l'histoire, je n'aimais pas trop ça au lycée, donc je n'ai pas envie d'en faire que ça. On va essayer de trouver un peu les axes qui conduisaient à faire du chiffrement. Un des axes principaux, ça va être la confidentialité. On voit avec César, il voulait absolument que personne ne lise les super messages qu'il pouvait envoyer. On veut aussi que les données ne soient pas modifiées. Par exemple, avec Enigma, si on essayait d'insérer quelque chose de faux au milieu du message, ça ne pouvait pas être déchiffré, vu que la machine elle était de proche en proche. Et l'autre chose qu'on veut pouvoir vérifier, qui malheureusement, je n'ai pas vraiment pu vous montrer sur les exemples historiques, ça va être l'authenticité. Vérifier que la personne qui envoie le message est bien celle qui a dit qu'on pense être. Un peu compliqué cette phrase. Donc l'idée en tout cas de pourquoi on fait de la crypto, c'est qu'on a besoin d'échanger secrètement de l'information. Avec nos généraux, dans le cas de César, nos alliés, votre banque, votre site marchand préféré. Dans tous les cas, vous avez envie que ce que vous achetiez reste dans la sphère privée, où le secret que vous voulez dire à votre voisin ne sorte pas. Pour parler de tout ça, je vais essayer de vous parler des principes fondamentaux qui sont en dessous. Alors, le hachage, j'ai essayé de trouver une illustration un peu cool, et je me suis dit qu'en fait, un singe qui scie, c'est presque comme une hache et tout. La blague est un peu nulle, mais j'avais pas mieux. Donc, je suis parti là-dedans, et puis après, j'ai trouvé qu'il était cool, ce gif, donc j'ai laissé. Pourquoi on fait du hachage? Où est-ce qu'on l'applique? En fait, on veut vérifier par exemple l'authenticité. Je vous disais que c'était quelque chose qui était assez important dans les objectifs crypto. En fait, quand vous faites du Git, je suppose que énormément de gens ici font du Git, quand vous faites un commit, vous voyez qu'il y a une somme de contrôle, il y a un hash qui apparaît. Donc en fait, ça, c'est l'authenticité de votre commit. Vous savez que c'est le vôtre.
il est comme ça. Si vous changez quelque chose, vous savez que ça va bouger. On peut aussi s'en servir, par exemple, pour faire du fingerprinting. Je pense qu'il y a pas mal de développeurs web, JS, vu qu'il paraît que c'est un peu à la mode. Quand vous servez des ressources, par exemple, la bonne technique du cache busting, etc., c'est de faire un append d'un bout de hash pour être sûr que votre browser il met bien en cache pour toujours et qu'il récupère bien la nouvelle version du JS, etc. Ça, c'est du fingerprinting. Et vous en servez même si vous êtes développeur back, vous faites de l'ETL, etc., parce qu'en fait, vous faites sûrement des hashtables, des hashmaps, etc., et en dessous, pour accéder aux valeurs qui sont pointées par vos clés, il n'y a pas de lézard, c'est une table de hachage qui va servir. Les caractéristiques d'un algo de hachage, ça va être qu'il va être déterministe. Bon, je ne fais pas l'affront, déterministe, ça veut dire qu'une entrée égale une sortie, ça sera toujours la même sortie pour la même entrée. Il doit être irréversible, je reviendrai un peu dessus après, mais l'idée c'est vraiment de ne pas pouvoir retrouver la valeur d'entrée à partir du hash, ça serait un peu bizarre. Et il doit être rapide, mais pas forcément. En fait, en fonction de l'application de votre algo de hash, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose de plutôt lent, genre qui met 2 secondes. Parce que s'il met 2 secondes et qu'il sert à hasher un mot de passe, ça veut dire qu'une attaque par brute force, elle va être longue. Donc en fait, vous sécurisez votre système juste parce que vous ralentissez l'assaillant. C'est un peu bête, mais en fait, Bcrypt marche comme ça. Après, il y a encore 2 grosses caractéristiques. C'est que, comme notre ami Merlin qui met tous ses grimoires dans son sac, la longueur va être fixe. Vous pouvez hasher un caractère ou hasher un teraoctet. Le résultat du hash fera la même taille. Donc 40 caractères, 32 caractères, on s'en fiche. Ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est le corollaire de irréversible. Vous comprenez bien que si vous hashez 1 Tera dans 32 octets, bizarrement, vous ne pourrez pas récupérer 1 Tera. Il y a un endroit, l'information elle est partie, quoi. Et le dernier truc que vous avez certainement vu, c'est que si vous changez un octet, un bit de votre valeur d'entrée, le hash, il va changer. Et ça, c'est un des aspects les plus importants. Ça s'appelle l'avalanche effect. Donc c'est l'effet d'avalanche, littéralement, qui dit qu'une toute petite modification permet de modifier complètement la forme du hash. Alors, comment fonctionne en gros un algo de hash? La plupart sont construits selon la même façon, le même principe. Donc il y a un découpage en blocs des données. On va itérer sur chacun de ces blocs et on va faire une réduction avec la version d'avant. Puis enfin, on va prendre le résultat de la dernière itération. Il y a un super schéma sur Wikipédia, hein, ma source est très 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 peu connue. Et cet algo-là, ce principe-là, en fait, c'est la construction de Merkle-Damgård. J'ai cherché comme on disait. C'est Google qui me l'a dit, hein, donc peut-être que Google Translate n'est pas super fort. Donc si des gens parlent danois, peut-être qu'ils peuvent me corriger. C'est de 1979. Dans le schéma, il y a un petit élément qui est un peu perturbateur potentiellement, ça va être IV. Si vous avez fait un petit peu, vous avez utilisé les algos, vous avez déjà dû remplir un IV. Il faut juste penser à valeur initiale. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de rentrer plus dans le détail. Je vais quand même vous citer quelques algos qui peuvent être connus. J'ai dû manger le Damgård, voilà. Je vais vous citer quelques algos qui peuvent être connus. Donc, par exemple, MD5. Qui connaît MD5 dans la salle? Ouais, quand même. Hein. C'est pété, hein. Tout pété. Il ne faut pas utiliser, hein. C'est mort. C'est vraiment tout cassé. Les CPU et les GPU récents, ils peuvent brute forcer. Hein. C'est facile de calculer du MD5. Hein. Puis après, il y a plein de techniques pour le casser. Il y a les rainbow tables. Les rainbow tables, c'est un précalcul des hash. On génère tous les hash possibles. Finalement, 32 caractères hexa, ça va relativement vite. Puis on essaie de remonter de proche en proche pour trouver les valeurs qui permettaient de générer ça. Et du coup, on a un dictionnaire des tel mot peut être haché comme ça. C'est assez marrant, si vous mettez un MD5 dans Google, en général, vous avez la version dans l'autre sens. Donc si quand même vous voulez calculer un MD5, parce qu'on sait jamais, vous pouvez le faire en shell assez facilement. Le MD5 sum doit être à peu près partout. Hein. Le côté pratique, c'est que c'est pas trop long. 32 caractères hexa, on peut se dire qu'on peut le noter sur un post-it. Bon, faut écrire relativement petit et bien, parce que c'est pas si simple. Ensuite, on va avoir SHA-1. Celui-ci, vous le connaissez sûrement. Ouais, hein, quand même. Il est cassé. Cassé. Mais il sert dans Git, toujours. Vous en servez tous les jours, plein de fois par jour, parce qu'il sert dans Git. Mais c'est pas trop grave pour Git.
Il a été cassé, l'exploit s'appelle Shattered. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché un petit peu cet exploit. Globalement, c'est 2 documents PDF qui sont différents, mais qui ont la même signature SHA-1. Ils peuvent être forgés. Donc on peut dire qu'on signe un contrat de prêt pour 200 €, et puis on calcule le SHA-1, on le signe, on le scelle. Puis en fait, derrière, on rajoute 3 zéros et on a la même somme de contrôle. Oups. C'est intéressant, il y a un petit aspect intéressant, c'est qu'il y a marqué NSA. Oh. Ça vous parle un peu, la NSA, aux États-Unis. Donc on ne sait pas trop, c'est quand même une agence de sécurité, de surveillance. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Dans tous les cas, évitez de l'utiliser. Il faut savoir que dans le TLS-SSL, on ne s'en sert plus. Depuis 2014, Google l'a enlevé. Le dernier, le mauvais élève, a fini en 2017 d'enlever les certificats en SHA-1, signés avec SHA-1. Mais voilà, il faut arrêter. On peut quand même faire un Hello World. Son successeur, le Chatou, celui-ci, vous l'utilisez sûrement sans vous en rendre compte tous les jours. Parce qu'en fait, dans TLS, c'est du Chatou. Dans la plupart de vos échanges sécurisés, vous utilisez Chatou en dessous. Donc souvent SHA-256. J'avais dit que je ne parlerais pas de crypto, monnaie. Il y a quand même marqué Bitcoin, parce que je trouvais ça rigolo quand même d'en mettre un. L'idée, c'est que Chatou est beaucoup plus fiable. Et comme je disais, il peut servir dans Git. Enfin, Git ne s'en sert pas. Git charge de SHA-1. Mais en fait, il peut servir dans Chatou. Il peut servir de Chatou, pardon. Mais même GitHub ne l'implémente pas. Donc pour l'instant, la migration SHA-1 vers Chatou n'est pas nécessaire pour Git, par exemple. Un des aspects intéressants, c'est qu'on peut choisir la taille de la sortie. Donc on est capable d'aller un peu plus loin dans la granularité de ce qu'on veut générer comme hash. On peut aussi l'utiliser en shell. Vous voyez que plus ça va, plus ils ont l'air un peu costauds, quoi. Et enfin, le petit dernier, parce que je ne vais quand même pas en citer des tonnes et des tonnes, il se prononce Kitchak. C'est un truc que j'ai appris quand j'ai préparé ce talk. Je ne savais pas du tout comment on disait ce truc. Kekak. Bref, ça se dit Kitchak. Là, pour le coup, il a été issu d'un concours qu'a organisé le NIST. Donc, le NIST, c'est plus les télécoms, la standardisation des télécoms américaines. Donc, ce n'est pas du tout la surveillance comme la NSA. Pour le coup, il a gagné le concours, c'était celui qui était le plus fiable de l'ensemble, et lui, il n'utilise pas la construction de Merkle-Damgard dont je parlais tout à l'heure, il utilise une fonction éponge, donc l'algo que je vous ai présenté avec les itérations, etc., c'est pas du tout celui-là pour le coup, c'est plus une phase de tessorage et de remplissage, je ne sais plus exactement comment marche la fonction éponge, mais l'idée c'est que ça ne fonctionne pas du tout pareil, et ça rend les choses plus robustes a priori. Ça sert dans Ethereum. Il y a 2 fois en fait, des mots-clés qui sont rapport aux crypto-monnaies. Je me suis dit que s'il y avait les sous-titres automatiques de générer, ou si Google passait sur YouTube dans le truc, là je montrais peut-être dans les rankings, parce que je parle de crypto un petit peu quand même. On peut faire pareil. Donc Chaffree, faut peut-être installer un petit package, parce que c'est peut-être pas tout de suite dans votre shell. Ça va? Ouais? Tout est clair? Vous n'êtes pas trop endormi? C'est un peu pénible d'enchaîner les algos, etc. Je suis désolé, je vais continuer. On a parlé d'histoire, on a parlé un peu des algos, etc. L'idée, c'est d'essayer de voir un peu quand même, de rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'un truc, c'est la crypto, le chiffrement symétrique. Ça vous parle, chiffrement symétrique? Ouais, tout le monde comprend? Parfait, on va aller vite. Donc l'idée, alors d'habitude, c'est Alice, Bob et Eve, les 3 personnages. Je trouvais ça un peu pénible, donc moi j'ai pris Amidala et Binks. Donc il y a notre fameux Binks qui veut envoyer un message à Amidala, il le chiffre avec une clé, Amidala le déchiffre avec sa propre clé, avec la même clé. Cette clé peut être un mot de passe, ça peut être un mot de passe qui sont écrits sur un post-it, le mot de passe AZE, très connu. Ça peut être le chiffrement de César de tout à l'heure, finalement le décalage des 3 caractères, c'était du chiffrement symétrique. Wigner, c'en était aussi. L'algo était un peu plus compliqué pour réutiliser la clé, mais j'ai utilisé la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Quelques algos quand même de chiffrement symétrique. Le DES, c'est un peu pété, désolé, c'est lent. Après, c'est vieux, 77, ça commence à faire.
Donc c'est un peu logique que maintenant les machines elles ont des puissances suffisantes pour réussir à un peu casser le truc. En 2018, avec 6 GPU un peu haut de gamme, en 2 jours on pouvait casser l'algo. Maintenant, nos machines sont encore plus puissantes qu'en 2018 et surtout il y a quelques grands comptes qui ont des centaines de milliers de machines, donc vous imaginez que ce n'est pas 2 jours qu'il faut. Vu que DES était un peu pété, il y a eu une super idée, ça a été de faire du triple DES. Donc en fait, on prend DES et on l'applique 3 fois DES à la suite. Boum. Ça a marché pas mal, mais ça a été cassé par l'INRIA en 2018. Cocorico. Pour la petite histoire, pour le casser, ils ont juste dû capturer 700 gigas de trafic sur OpenVPN, ce qui n'est pas tant que ça en fait, 700 gigas de trafic, mais et c'était cassé voilà, en très peu de temps. La faille s'appelle Sweet32, si vous voulez aller chercher les papiers qui parlent de ça, ça peut être assez intéressant. Et enfin, celui, je pense, dont vous avez le plus entendu parler, c'est notre ami AES. En fait, il est issu d'un concours aussi, du NIST, encore une fois. Et son petit nom, avant d'être AES, c'était Rindael. Alors, je ne sais pas exactement prononcer ça, je n'ai pas réussi. C'est la contraction du nom des 2 personnes qui l'ont inventé. Donc, si quelqu'un sait bien le prononcer, je veux bien savoir. L'idée, c'est d'avoir des tailles de clés un petit peu variables, sachant que Rindael permet plus de tailles de clés que ce qui a été standardisé dans l'AES. Là, pour le coup, c'est encore valide. Je crois que c'est pas cassé. Après, je te demande qu'à voir. Je ne vais pas parler d'autres algos parce que c'est un peu pénible. Je vais juste parler de comment ça peut fonctionner à peu près, dans les grandes lignes. En fait, on va faire une matrice de données qu'on va padder. Je vous parlais tout à l'heure de la clé paille que j'ai répétée 3 fois là, ou 4 fois. Bah, c'est le même principe. On va padder les données plutôt que la clé, pour le coup, et on va travailler par bloc. Puis en fait, on va faire des XOR. Vous vous rappelez de Boole, etc., là, de vos tables de vérité quand vous étiez étudiant en post-bac ou au bac. Et ben en fait, on utilise tout simplement cette règle-là, qui est très simple et qui permet d'utiliser la même clé pour chiffrer et déchiffrer très simplement. Donc en fait, par itération, un peu comme la construction de Merkle-Damgard, on va être capable, de proche en proche, de chiffrer ou déchiffrer. Si on reprend cet exemple-là, on peut se dire que tout va bien. Si Jar Jar il fait de l'AES 256, il est pas mal. Sachant que, un petit point que j'ai oublié de dire, c'est que la NSA considère que AES à partir de 192 est top secret. Et niveau de top secret. Donc 256, je pense que là, ils sont bien. Par contre, du coup, on ne sait toujours pas comment ils ont changé la clé. Est-ce qu'ils se sont filés un password, etc. Ça reste un autre truc un peu obscur. On va essayer de trouver des solutions après pour ça. On va parler maintenant de crypto asymétrique. Ça vous parle? Ouais, cool. Quoi ça correspond? Donc en fait, du chiffrement asymétrique, c'est un peu bête. Il y a une clé privée, une clé publique. Ok, ça vous avez déjà entendu parler de ça. Et une paire de clés. Ça, c'est ma légende. À chaque fois que je vais parler d'une clé publique, elle sera verte et l'autre sera rouge. Il faut savoir un truc un peu marrant, c'est que dans pas mal de cas, en fait, la clé publique et la clé privée, vous pouvez les intervertir, hein, c'est pas grave. Il ne faut juste pas donner sa clé privée si vous avez décidé que c'était la privée, mais si à la base c'était celle qui était nommée publique, en fait, en soi, c'est pas grave. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure, avec Binks qui veut envoyer son fameux message à Amidala. Donc il envoie son message, et il le chiffre avec la clé publique, donc d'Amidala, qui, elle, peut le déchiffrer avec sa clé privée. Jusqu'ici, tout va bien. Je pense que j'ai perdu personne. Il ne faut pas hésiter à crier s'il y a un truc trop louche qui se passe. Dans l'autre sens, Amidala peut aussi utiliser sa clé privée pour émettre un message. Auquel cas, Jar Jar sera capable de le lire en utilisant la clé publique d'Amidala pour déchiffrer. Ça, c'est cool. Par contre, si on commence à revenir sur cet exemple initial et qu'on veut introduire notre fameux Yves, mais du coup, j'ai pas trouvé vraiment de personnage un peu connu avec un E, donc en fait, j'ai mis Fett à la place. Après, vous pouvez l'appeler Mando, Django, comme vous voulez. Hein, lui, là, il est bloqué dans ce cas-là. Le message a été chiffré avec la clé publique, donc seul Amidala est capable de le lire. Tout va bien. Par contre, il y a quand même un truc un peu bizarre, c'est que ça veut dire que Fett, il peut très très bien signer un message,
chiffrer un message, et l'envoyer à Amidala. Et là, comment Amidala sera capable de savoir que c'est fait ou Binx? Parce que s'il signe Binx en bas du papier, personne n'est capable de le dire. Donc ça, c'est un peu une problématique quand même. Si je prends le problème dans l'autre sens, que je laisse Amidala utiliser sa clé privée pour envoyer ce fameux message. Donc là, Binx, c'est le cas de tout à l'heure, il est sûr que c'est Amidala, il n'y a que Amidala qui peut écrire un message avec sa clé. Par contre, le problème, c'est que Fett, il est au courant de ce qui va se passer dans ce message. Donc là, on voit en fait qu'on n'a pas un truc parfait pour garantir un peu les 3 différents points que j'ai vus au début. En fait, au niveau intégrité, potentiellement, le chiffrement permet de vérifier que le message ne sera pas altéré parce que sinon on ne pourra pas le déchiffrer. Par contre, dans un sens, soit on crie à tout le monde le message, par contre on est sûr de qui il l'a émis, ou dans l'autre sens, je me suis perdu dans ma phrase. Dans un autre sens, donc à un sens on garantit la confidentialité, ou donc on est sûr que seule la personne qui possède la clé pourra le lire, et dans l'autre sens on ne peut pas savoir qui l'a émis de façon sûre. Donc, Binx, il s'est dit qu'il allait aussi faire sa paire de clés. Et là, on va commencer à rentrer dans un schéma un peu plus compliqué où Binx va chiffrer un document, même chose que tout à l'heure. Ensuite, il va le rechiffrer avec sa clé. Donc là, au milieu, on a un beau truc double chiffré. Puis, en fait, dans l'autre sens, Amidala va pouvoir le déchiffrer pour la première fois avec la clé publique de Binx, puis accéder vraiment au contenu du document avec sa clé privée à elle. Pendant ce temps-là, Fett, il se retrouve avec juste un des trucs chiffrés. Il n'aura jamais accès au document clair. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire qu'on peut commencer à aller loin en faisant plein de chiffrements. Et donc là, je remplis tous mes axiomes de c'est bon, mon message, il est bien sécurisé, je sais qui l'a envoyé, il est confidentiel, etc. Il y a juste un problème avec ça, c'est qu'on chiffre 2 fois, donc c'est lent. Mais c'est lent, vraiment quoi. Il y a 2 algos principaux que vous pouvez voir. Il y a DSA, donc Digital Signature Algorithm, et RSA. RSA, je pense que c'est des mots qui parlent à tout le monde. Vous avez peut-être même un petit token RSA sur vos laptops pour les déverrouiller en fonction de où vous bossez. C'est vraiment majoritairement utilisé. RSA, c'est pour les noms des 3 inventeurs, Rivesh, Shamir, Adelman. 3 personnes qui ont trouvé quelque chose d'assez intéressant. Et en fait, si vous voulez aller plus loin, le problème derrière, c'est la factorisation des nombres premiers, des grands nombres premiers. Et tout ce qui est, si vous voulez aller encore plus loin, vous allez voir que potentiellement, il y a certains algos qui ne sont pas basés sur ça, mais sur les courbes elliptiques. Ça va toujours? Ouais? Ok. Il y a un autre aspect dont je n'ai pas vraiment parlé, c'est la non-répudiation. C'est le fait de ne pas pouvoir dire « ce n'est pas moi qui ai envoyé ». Cet aspect-là, en fait, on peut essayer de le coupler à ce que je disais juste avant. En fait, on va se servir des notions de hash dont je parlais au tout début, pour que Jar Jar, plutôt que de faire du double chiffrement qui va être un peu lourdingue, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un hash, et il va le signer avec sa clé privée, ce hash. En fait, il va prendre son message, il va faire un hash dessus, et le hash de ce message, il va le signer. Et il va mettre ça dans le document. Ensuite, le document, il va le chiffrer avec la publi d'Amidala, Amidala va pouvoir le déchiffrer. Il y a toujours la signature, du coup, dans ce document déchiffré. Et en utilisant la clé publique de Jar Jar, elle va être capable de vérifier qu'il s'agit bien de ce fameux Jar Jar. Donc là, on est capable d'assurer tous nos points avec quelque chose d'un peu moins lourdingue au niveau j'imbrique un document chiffré dans un autre. Et ça, en fait, ça s'appelle HMAC. C'est quelque chose que vous faites potentiellement tous les jours quand vous faites du JWT. Parce qu'en fait, dans JWT, on fait du HMAC SHA-256. Donc ça veut dire qu'on fait une somme de contrôle, qu'on signe en SHA-256, et on fait les échanges comme ça derrière. Si vous voulez aller plus loin, il y a 2 techniques. Il n'y a pas que 2 techniques, il y en a un peu plus, mais les 2 principales, il y a le hash then sign et le sign then hash, en fonction de l'ordre dans lequel on fait les choses. Si je reprends mon petit tableau de tout à l'heure, en fait, là, j'ai un cas où je peux tout garantir et je perds moins de temps. Sauf que je perds moins de temps, mais c'est quand même du chiffrement asymétrique, donc c'est quand même relativement lent.
puisque c'est lent, c'est pas très cool. Il faudrait qu'on essaie de trouver une solution pour s'échanger des secrets ou créer des secrets. Pour échanger des secrets ou se créer des secrets, on peut quand même se dire, finalement, on a un canal qu'on maîtrise. Ce fameux double chiffrement un peu lourdingue, là, on sait qu'il est sécure, il est propre. Ce qu'on peut du coup juste faire, c'est plutôt que d'envoyer un message texte, envoyer une clé. Ça veut dire que Jar Jar, il génère une clé, puis il la chiffre 2 fois, puis après ça repart de l'autre côté, elle est déchiffrée 2 fois, et Amidala, elle a la clé. Puis après, on peut se parler avec cette clé symétrique, pas de problème. Comme je disais, ça c'est quand même un peu lourdingue. Et en fait, il y a une technique, globalement, avant TLS 1.3, on utilisait ça, à peu près. Depuis TLS 1.3, on utilise quelque chose qui s'appelle Diffie-Hellman, dont vous avez peut-être entendu parler. Et en fait, l'idée de Diffie-Hellman, c'est de créer un secret sans partager ce secret. Chacun va créer son secret de son côté, mais ça sera le même. C'est un peu fou comme truc. Vu que j'ai dit que je ne parlais pas de maths, je vais utiliser des couleurs. Parce que l'exemple Wikipédia, il est hyper bien fait avec les couleurs. Donc je l'ai allègrement pompé. Mais je vais vous l'expliquer en même temps, ça sera plus sympa. Au départ, Amidala et Binks se mettent d'accord sur une couleur commune. Le jaune en l'occurrence. Binks, il a sa couleur secrète, le rouge. Et il va mélanger le rouge et le jaune et il va faire du orange. Jusqu'ici, maternelle, moyenne section. Amidala a exactement la même chose. Elle a une couleur secrète qui va être le bleu, et donc elle va le mélanger, ça va faire du vert. Normalement, je ne suis pas très fort avec les couleurs, mais en théorie, j'ai des mélanges qui ne sont pas trop mauvais. Ensuite, sur un canal non sécurisé, on s'en fiche, chacun va envoyer la couleur qu'il a obtenue du mélange des deux autres. Voilà. Donc là, en l'occurrence, Jar Jar prend connaissance de cette fameuse couleur verte et Amidala de couleur orange. Et qu'est-ce que va faire Jar Jar ? Il va remettre du rouge dedans. Et donc elle va faire un truc gris. Et Amidala, elle va le remettre du cyan. Et au final, ils ont réussi à créer leur secret partagé, juste avec une couleur de départ et en s'échangeant un truc au milieu. Vous allez me dire, oui, mais c'est facile, les couleurs, on peut trouver. L'exemple des couleurs, il est un peu pas fiable, dans le sens où il faut juste que... La difficulté dans cet algo-là, c'est qu'il faut que ce soit compliqué de séparer les couleurs. En fait, cette séparation des couleurs compliquée dans le vrai algo, c'est le problème du logarithme discret. Donc, si vous vous rappelez un peu vos cours de maths, c'est un truc, normalement, ça doit vous parler un peu de logarithme, et c'est pas forcément ça sent le truc qui n'est pas forcément facile. Bon, ok, je vous ai expliqué des trucs qui marchent. Alors, en vrai, comment ça marche quand vous êtes devant votre PC et que vous essayez de faire quelque chose ? Si je parle de TLS-SSL, quand vous allez dans votre browser, vous avez ce genre de truc. Voilà, ok. Donc il y a un certificat pour étoile Google.com qui est émis par GTSCA, qui est émis par GTS-Route. Okay, ça veut dire quoi émis ? Je vais revenir. Quand on regarde un peu le contenu de ce fameux certificat, en fait, on est capable de voir quand même des petits trucs. Il y a des mots dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure qui se retrouvent. Donc là, on voit que l'algo de signature, c'est SHA-256 avec du RSA. On voit qu'il y a des dates de validité, comme sur votre carte d'identité, pardon. Vous avez une date de validité, là c'est la même chose, c'est vraiment l'identité du certificat. Et vous avez même après des petits détails sur l'algo utilisé pour signer les clés publiques. Donc cet algo, en l'occurrence, là c'est des fameuses courbes elliptiques dont je vous parlais. Vu que je vais encore lâcher un buzzword, SecP256, c'est ce qui sert aussi dans Bitcoin. L'idée de tout ça, c'est d'être capable de comprendre un peu le certificat et comment il est capable de signer derrière. Et si vous regardez un peu plus loin ce qui peut se passer dans ce fameux certificat, vous voyez aussi qu'il y a un nom, comme dans votre carte d'identité, avec les différents noms de domaine que Google sert avec ce certificat. Il sert à pas mal de domaines, ce certificat, pour le coup. Quand je vous montrais au tout début les 3 certificats, en fait, il y a vraiment une histoire de chaîne de certification qui opère. La notion, elle est hyper simple, en fait, mais elle est souvent méconnue. Vous avez votre certificat client, étoile Google.com en l'occurrence. Vous avez l'intermédiaire, donc celui qui était au milieu, qui va, j'ai réutilisé le petit Harry Potter là pour dire qu'il a signé, qui va signer cryptographiquement le certificat client. Donc il est capable il appose son sceau, comme la préfecture va poser son sceau sur votre carte d'identité. Et lui-même, il va être signé par une autorité de certification. Ce mot fait un peu peur, autorité de certification, etc.
En fait, il n'y a rien de compliqué, c'est un certificat. C'est juste qu'il n'a pas de papa. Et vu qu'il n'a pas de papa, comment vous pouvez lui faire confiance? En fait, juste parce qu'il est dans votre browser par défaut, dans votre OS. Il y a toute une liste de certificats de confiance. Donc si vous voulez être autorité de certification pour vous-même et pour délivrer des certificats sur votre LAN, vous pouvez complètement. Il faudra juste l'importer dans le key store, le trust store de votre machine. Vous allez dire, oui, mais là, il y a un problème. Alors, si vous voulez aller plus loin, encore une fois, on peut parler de Certificate Revocation List. Donc, l'idée, c'est de pouvoir révoquer un certificat, même si la date est valide. On peut dire, non, mais celui-là, il est corrompu, il est sorti, il ne faut plus s'en servir. Et on peut parler aussi de type de certificat. Let's Encrypt, c'est trop cool. Mais ça fait des certificats de type domaine, pas de type étendu ou pas de type organisation. Il y a des certificats plus évolués qui permettent de faire plus de choses. Donc, je vous invite à vous renseigner dessus si c'est des sujets qui vous intéressent. Concernant la connexion, alors c'est marrant quand vous allez là c'est Chrome, mais dans Safari c'est pareil, vous pouvez voir comment vous vous connectez finalement au site. Donc là, quand on regarde un petit peu ce qui est marqué, il y a marqué qu'on fait du quick, donc dans Chrome, sur Google, HTTP3 en gros. Ensuite qu'on fait du X255-19, donc ça c'est une courbe elliptique. C'est 2 puissance 255 moins 19 le paramètre, c'est pour ça que le nom il est un petit peu obscur. Et qu'on fait de l'AES 128 GCM. Alors ça, je ne vous ai pas parlé de ça tout à l'heure, parce que je dis AES 128, c'était bien, mais je n'ai pas parlé de ce petit truc derrière. Ce petit truc derrière, c'est le padding. À la base, je voulais faire du Wireshark et tout, je me suis dit, allez, on va faire une presse, je vais commencer à capturer des trames, mais je me suis dit, mais non, ça ne va jamais marcher. Du coup, je me suis juste pris un truc qui peut être intéressant quand vous regardez un peu l'échange du Hello TLS, c'est que quand votre browser et le serveur se mettent d'accord, ils vont échanger des chaînes, et il y a une chaîne qui est très intéressante, qui est celle-là. Elle peut faire un peu peur initialement, parce qu'elle n'a pas l'air hyper cool. Mais en fait, avec tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, on est capable de comprendre ce que ça veut dire. Donc là, en fait, ECDHE, c'est le protocole d'échange de clés. C'est donc EC parce que c'est de l'elliptic curve, encore une fois, Diffie-Hellman et ephemeral parce que c'est juste une clé qui va mourir tout de suite, globalement. Ensuite, on fait de l'ECDSA. Donc, je vous disais que le DSA existe. Et finalement, là, ça va être de l'ECDSA, donc du DSA basé sur des courbes elliptiques. Donc ça va être pour négocier lors de Diffie-Hellman. Puis ensuite, on va avoir un mode de chiffrement symétrique pour le coup. Et donc là, ça va être de l'AES 128 bits en Galois Counter Mode. Donc c'est le fameux padding dont je vous parlais au début, le PI que je répète, la matrice de transposition que je remplis avec du vide. Là, en fait, c'est la même chose, mais ce n'est pas vraiment du vide. C'est un algo, Galois Counter Mode, qui permet de faire ça. Il y a d'autres modes qui existent. Et enfin, le dernier, je n'ai même pas besoin de l'expliquer, en fait, c'est SHA-256, c'est juste la signature derrière. Vérifier que rien n'a été altéré. Donc si vous jouez un peu avec la conf des serveurs, vous allez tomber sur ce genre de truc. Donc maintenant, quand on revoit ce petit truc-là, on peut se dire qu'on comprend un peu plus les trucs qui n'étaient pas clairs. Il y a un ECDSA au milieu, on sait que c'est un algo de chiffrement asymétrique qui utilise des courbes elliptiques. Ça veut dire que, ok, il y a un truc à changer là, et il dit que la clé SHA-256 a bougé. Donc là, maintenant, en plus de comprendre l'anglais et de me dire il y a un truc qui ne va pas, je suis capable de comprendre un peu ce qui ne va pas. Ok, j'ai survolé plein de sujets. On va essayer de trouver un peu quelques mots magiques pour aller plus loin. J'ai lu beaucoup de docs, beaucoup de littérature, même des papiers très maths pour le coup, alors que j'avais dit que je ne mettais pas de maths dans ces slides, ce qui est très logique. Et vous connaissez peut-être la liste des awesome JavaScript, awesome TypeScript, etc. Il y a un awesome cryptographie qui existe, qui liste un nombre incroyable de ressources et des ressources de super qualité. Si vous voulez voir un peu comment se comporte votre site, client, le vôtre, etc., je vous conseille d'aller sur Observatory ou Mozilla, qui peut lancer un panel de tests sur les ciphers utilisés, sur les méthodes de chiffrement déployées, sur les clients que vous pourrez utiliser. De la même façon, si vous allez sur SSL config, vous pouvez gérer une config automatique pour genre Nginx, tout ce que vous voulez, HAProxy, etc., avec juste les cipher modes que vous voulez plus d'Android 5, vous cochez, c'est fini, quoi. Et le dernier, ce lien-là, il faut le lire en fait, c'est juste trop cool. J'ai lu des heures et des heures de choses, et c'est celui-là qui a retenu mon attention, et je l'ai lu plusieurs fois tellement je l'ai trouvé bien. Vous connaissez les BD en stickman, donc c'est juste un petit bonhomme, quoi. Et ça, c'est un cours de crypto dessiné avec des stickman. Ça part de la base, un peu de ce que je vous racontais, de pourquoi, comment, etc. Puis ça va même jusqu'à comment fonctionne AES.
Et le petit dessin qui est là, c'est la schématique de comment fonctionne AES. Il y a tout. Le padding, le shifting, etc. AES tient sur un petit dessin. Si vous en avez marre et que vous ne voulez pas tout lire, vous pouvez quit. Il y a des étapes à chaque fois où on peut se débrouiller. Il y a pas mal de sujets que vous avez dû croiser, que je n'ai pas évoqués. J'ai parlé de l'IV tout à l'heure, donc un petit vecteur d'initialisation. Mais on peut parler de salt. Quand je parlais de MD5, ça doit vous parler, le salt, de saler les mots de passe pour qu'ils soient plus durs à casser. PKCS, ça vous parle peut-être aussi, en fait, c'est tout un ensemble de normes. ECC, donc j'ai parlé de la cryptoelliptique. Souvent, quand vous voyez ECC, c'est que c'est de la cryptoelliptique en dessous. Et enfin, PEM, vous vous rappelez les Begin Private Key dans un fichier texte que vous envoyez. Ça, c'est du PEM, c'est le format textuel d'échange de clés. Il y a certains sujets que je n'ai pas abordés, par manque de temps, clairement. La forward secrecy. L'idée, c'est de ne pas pouvoir déchiffrer quelque chose a posteriori. Si je communique avec ma banque aujourd'hui, que quelqu'un enregistre tout ce qui passe sur le réseau, et ben en fait, vu que c'est du ephemeral, comme je montrais, il ne pourra pas aller déchiffrer dans 5 ans une fois que le CDSA sera cassé. Donc ça, c'est un des aspects qui est assez intéressant. La non-répudiation, je l'ai évoqué, mais je ne suis pas rentré trop dans le détail. C'est vraiment le fait de dire que c'est moi qui envoie le message et moi seul. Je ne peux pas dire que ce n'est pas moi 3 mois après. Et enfin, une notion de key derivation. En fait, je vous ai parlé du truc très simple de une clé publique, une clé privée, mais après, en fait, d'une clé privée, on peut recréer d'autres clés privées. Donc, HKDF, etc., si ça vous parle. C'est tout pour moi. Il reste 3 minutes 27 si vous avez des questions. Pas de questions? J'ai été clair? Incroyable. Ou je vous ai endormi peut-être? Je sais pas. Ok, merci alors.